Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler de mes 10 meilleures lectures réalisées en 2023. Alors autant vous dire que prendre des décisions, je déteste ça, ça a été horrible, donc je suis désolée pour les petits qui ne font pas partie de ce top 10 et que pourtant j'ai adoré, mais il faut faire des choix, et déjà me demandez pas de les classer, hein. Ce top 10 c'est genre les 10 meilleurs points, c'est pas en numéro 9, en numéro 8, il faut pas me demander le cul de la crémière et tout le tralala, c'est pas possible. Il faudra que je vous fasse deux inserts écran parce qu'il y en a deux que j'ai prêté à ma maman, il y en a un qu'elle a quasiment fini et elle adore, et l'autre moi elle a pas encore commencé, mais c'est juste pour vous dire que j'en ai 8 en physique, et deux je vous ferai une petite insertion. Sans plus tarder, je vous propose donc de débuter cette vidéo avec le tout premier livre que j'ai lu plutôt en fin d'année pour le coup, mais il s'agit de la suite de la saga d'Ophélie Duchemin avec Murmure de l'Océan, publié aux éditions Plume Blanche. Ophélie Duchemin est une autrice absolument adorable, trop mignonne, avec qui j'adore discuter, et qui a une plume d'une poésie et d'un onirisme qui, je sais, ne convaincra pas tout le monde, mais moi elle m'a totalement convaincue. Avec le tome 1, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et ici c'est une réécriture de La Petite Sirène que j'ai trouvé d'une qualité, d'une richesse, et Eric, enfin c'est le meilleur Eric que j'ai vu dans ma vie, voilà, c'est le meilleur Eric, je ne veux rien savoir, et Aileen alias La Petite Sirène, c'est pareil. Alors effectivement, je suis en train de tourner cette vidéo en étant en live sur Twitch, et vous êtes déjà en train de me dire que c'est extrêmement surprenant de retrouver ce livre ici. Moi-même, je me surprends tout le temps, que voulez-vous. Je suis une femme pleine de surprises. Je pourrais vraiment accorder de longues minutes dans cette vidéo pour vous en parler, mais il n'y a pas grand chose à en dire de plus que tout ce que je viens de vous énumérer jusqu'à présent, et j'espère que vous me ferez confiance. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accroché avec Rose Éternelle. Bon vraiment je vous comprends pas, mais je veux bien faire un effort. Par contre, si celui-ci vous tente parce que vous vous êtes dit que vous avez trop lu de réécriture de La Belle et la Bête, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier tome. En fait, les personnages du premier tome, ils arrivent à un moment, mais genre presque pas. C'est pas forcément obligatoire d'avoir lu ce fameux premier tome pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du deuxième. Donc, plus aucune excuse pour découvrir Murmure de l'Océan. Alors là je vous ai pris uniquement le premier tome. En vérité j'ai éclaté la trilogie dans l'année, donc c'est la trilogie qu'il faut prendre en considération. Il s'agit donc d'Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse, et oui, donc je vous présente l'édition collector qui je trouve est absolument magnifique. Et oui, j'ai fait partie de ces personnes qui ont découvert Hunger Games vraiment sur le tard. Voilà, c'est que des choses qui arrivent, surtout dans la mesure où je suis plutôt une jeune lectrice. Je crois que je vais être sur ma 4e année en avril, enfin ça fait pas très longtemps que je lis, mais du coup j'ai découvert en audiobook cette année cette saga, et même si j'adore les films, les livres ils sont... Cette saga est vraiment sortie à l'ère de la dystopie, donc c'était plutôt courant entre 2014 et 2016, on va dire ça comme ça. Ça a été un petit peu la saga pionnière du genre, et le Hunger Games, franchement, je pense pas qu'un résumé ça vous soit utile, enfin, vous connaissez le Hunger Games, auquel cas, je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose, et qu'il faut lui laisser sa chance, d'accord? Alors, je n'inclus pas forcément le préquel, en fait, dans ce top, parce que le préquel, ça a été dur pour moi de le lire, j'ai failli l'abandonner, il a failli me faire une panne de lecture. Bon, dans sa finalité, je l'aime bien, voilà. Ça va, mais dis donc mes cheveux, ça vaut pas la trilogie de base. Franchement, la trilogie, elle est incontestablement meilleure. Est-ce que c'est ok pour vous? On s'arrête là? Je pense que oui, je vous laisserai découvrir, mais j'avoue que j'ai préféré les protagonistes ici parce que on n'en sait plus sur certaines choses. Enfin, moi j'ai toujours été team, notamment Pita, et ça s'est complètement confirmé parce qu'on avait beaucoup plus de choses sur ses pensées, sur sa façon de réagir, etc. Trop intéressant. Pareil pour Katniss, c'est une protagoniste à l'écran avec lequel j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est le cas aussi dans le roman, mais, bien sûr qu'il y a un mais, on la comprend un peu plus. Cette ambivalence, elle est plus marquée, et en fait on a plus de choses qui nous permettent de comprendre pourquoi Katniss réagit comme ça. Et ça fait du bien aussi de pas avoir une héroïne finalement qui coche toutes les cases dont on a l'habitude. Elle sort un petit peu, si vous voulez, des sentiers battus, et ça franchement c'est hyper appréciable. Pour le troisième bébé, alors lui ça a été une claque, hein. Quand je vous dis une claque, ça a été une claque, j'en ai parlé moult sur les réseaux. J'ai vu quand même quelques-uns qui ont craqué suite justement à cette lecture, et j'espère en faire craquer d'autres parce qu'il est incroyablissime. Il s'agit de la saga Legendborn de Tracy Deonn aux éditions J'ai lu. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce récit et que j'ai adoré. Tout d'abord, la chose qui est principale, c'est la légende arthurienne. Donc le roi Arthur, Lancelot, Camelot, les chevaliers de la table ronde, tous ces éléments sont repris, mais sans surtout a été réapproprié par l'autrice. Et c'est ça, franchement, je trouve quelque chose qui est hyper balèze de la part de cette femme qui, donc, Tracy Deonn, c'est la manière dont elle a interprété un petit peu tout ce qu'on connaît de la légende arthurienne. Et
trop chouette, franchement trop cool là-dessus. En plus vous avez d'autres termes très importants qui sont abordés parce qu'en fait l'héroïne principale c'est une jeune femme à la peau noire et en fait on va avoir justement un visu sur le passé des personnes noires aux États-Unis et ce côté sur l'esclavagisme. C'est pas principal, mais c'est quelque chose qui a son importance parce que ça concerne une autre partie de l'histoire dont malheureusement je ne peux pas vous en dire plus ici sous risque de spoil. Et si vous avez peur que ce soit un petit peu trop historique, sachez que le récit se déroule à notre époque. C'est un récit qui est contemporain, mine de rien, avec une jeune femme qui va aller à l'université, mais qui a un background assez compliqué parce que sa mère a eu un accident de voiture, enfin, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et dès qu'elle met les pieds à l'université, elle voit un truc un peu surnaturel, fantastique, qui pop devant elle, et là elle se dit, mais mon dieu, j'ai mis les pieds où, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et forcément, quand on va creuser, et bien, elle n'est pas qui on pense qu'elle est, etc. Il y a pas mal de choses qui la concernent. Elle est justement l'élément principal de cette histoire, mais l'univers est d'une richesse, la plume, enfin, ça peut du coup s'apprêter quelque part à de l'urban fantasy. Si on essaye de le classer, ça peut être un peu dans ce style-là. Mais finalement, ça n'a pas tellement les codes de l'urban fantasy. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur Instagram, il y a quelqu'un qui est en train de le lire et qui dit que en fait, il y a que des choses que de base elle n'aurait pas aimé, mais elle trouve le livre incroyablissime. Voilà, elle aime pas l'urban fantasy, elle aime pas les codes de l'urban, mais le livre est dingue. Et je suis complètement d'accord avec ça. Les pages se tournent toutes seules, la qualité de la plume, la richesse de l'univers, franchement... Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bon, je préfère vous avertir, visiblement, on est parti pour 4 tomes. Donc c'est pas rien. Pour le 4e roman que j'ai glissé dans mon top 10, non mais franchement je rigole toute seule, enfin pas toute seule parce que vous êtes sur Twitch, mais c'est tellement prévisible venant de moi tout ça, c'est pas grave. Il s'agit du second tome de la saga Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Je possède l'édition collector, mais c'est la toute première, ce ne sont pas en fait les rééditions. J'ai gardé les éditions de base moi. Dans la mesure où c'est donc le 2e tome d'une trilogie, je vais pas trop m'aventurer sur certains éléments de l'histoire. Je peux simplement vous dire de faire attention à vous parce que oui, la lecture doit rester un plaisir et qu'ici nous sommes du coup sur une dark fantasy. C'est une fantasy sombre, une fantasy avec des descriptions qui peuvent être gênantes, où on aborde énormément de thématiques qui peuvent avoir justement des conséquences sur chacun d'entre nous. Du coup je préfère vous prévenir, mais si ce genre de choses c'est ok, bonjour, voici Nevernight. Bon quand même pour vous dire un ou deux petits mots, on suit Mia qui est une jeune femme, qui est même une jeune fille quand on la suit. Elle erre dans les villes parce que sa famille a été tuée pour diverses raisons. Elle va être justement récupérée par un presque papy à cette époque, il n'en est pas encore un, qui va lui apprendre en fait certains codes, certaines choses, dans le but qu'elle devienne justement une lame d'une école qui vise justement à créer les assassins de demain. C'est vraiment une espèce de guilde en fait, ce sont des assassins professionnels, c'est super dur de rentrer dans cette école, c'est encore plus dur de réussir tout ce qu'on nous propose là-bas, parce que si on réussit pas, on meurt, grosso modo, c'est aussi simple que ça. Et Mia va tout faire pour justement devenir une lame et venger sa famille du sort qu'ils ont donc subi. Il faut savoir justement que ce 2e tome, il est très différent du premier. Le premier, vous avez ce côté école, apprentissage, initiation. Le second, je peux pas vous dire les tropes, mais c'est très différent. Disons qu'on voyage un petit peu plus. Voilà, on sort de ce contexte académique si vous voulez, et c'est super plaisant, ça redynamise énormément le récit. J'adore la plume de J. Christophe, franchement il nous en fait voir de toutes les couleurs et comme d'hab à la fin d'un bouquin il nous met en haleine pour le second avec des révélations, avec des plot twists de l'espace. À chaque fois que je finis un livre de lui, je l'insulte parce que je ne supporte pas qu'on me fasse ça. Ça m'incite vraiment à sortir le bouquin qui suit tout de suite. Parce qu'on peut pas nous laisser comme ça, c'est pas viable, c'est pas humain, il abuse. Mais de toute façon, c'est J. Christophe, c'est comme ça. C'est on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. J'escompte bien terminer cette trilogie cette année, donc en 2024, et commencer l'Empire du Vampire, parce qu'en plus il y a le 2e tome qui sort en février. C'est une sortie, vous savez, qui est, enfin en même temps, qui se déroule en même temps, pardon, en VO et chez nous. Donc ça c'est trop chouette. Et en plus il a été un énorme coup de cœur pour tellement de monde. Bref, je finis cette merveille et je m'attaque à donc l'Empire du Vampire. Je vous propose de poursuivre avec un autre collector et un autre de Saxus. Voilà, je suis actuellement en train de lire le 2e tome, mais le premier, c'est Belladonna de Adaline Grace, donc je vous ai dit chez De Saxus, plutôt dans la collection Young Adult. Pourquoi je vous le glisse ici? Outre la plume, outre les personnages, outre l'ange de la mort et compagnie, l'ambiance. L'ambiance les gars, on va s'arrêter 2 secondes sur l'ambiance, d'accord? Parce qu'on est sur quelque chose de très creepy, un peu époque victorienne, belle robe, manoir, un peu esprit, fantôme, lugubre, enfin vous voyez un petit peu tout ce genre de codes là. J'aime énormément ces codes et c'est dans le premier comme dans le 2e, donc je suppose que ce sera le cas pour le 3e tome également. Dans le premier tome, nous suivons donc Signa, bon dans le 2e aussi, hein, mais Signa en fait,
c'est un bébé qui échappe à la mort depuis toujours. Alors, depuis qu'elle est bébé, mais là on l'a su à 19 ans. Elle est plus trop bébé à 19 ans quand même. Et c'est pourquoi en fait elle va de famille en famille, parce qu'à chaque fois qu'elle passe, la mort rôde. Et il faut savoir que la mort fait partie de son quotidien, mais la mort personnifiée. C'est-à-dire que la mort est une personne dans cet univers. Il ne lui reste donc plus qu'une seule partie de sa famille, c'est les Hawthorne, qu'elle va donc intégrer. C'est-à-dire qu'elle va habiter dans leur manoir et arriver là-bas. Il faut savoir que la maman est morte il n'y a pas très longtemps, que la maman c'est un esprit qu'elle erre et qu'elle explique que finalement elle n'est peut-être pas morte de cause naturelle et qu'actuellement sa fille est en grand danger. Voilà vraiment pour le synopsis du tome 1, mais Cigna et la mort. Vous voyez, Cigna et la mort, genre la mort, Il est génial la mort, ok? Dans le tome 2, on découvre le destin. C'est un frère de la mort. Mais la mort lisez juste pour la mort, voilà. Et pour l'ambiance. Vous voyez un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, tous ces éléments, vous ne pouvez pas passer à côté de cette histoire, qui est donc Cigna et la mort. La mort. Bref, j'adore. J'aime ça profondément. Vraiment. Clairement, le roman que je vais vous présenter, c'est un roman que je n'aurais pas lu sans la hype du BookTok. Alors qu'on a tendance à tout le temps critiquer ça, et je le conçois, dans la plupart du temps, je suis un peu aussi dans cette critique parce que je suis pas d'accord, mais alors là, d'accord à 20%, 20% non, 20 millions de %, 20 millions de %. C'est les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville que j'ai écouté. J'avais du coup pris la version audio sur Nextory. Sur le papier, ça peut paraître vraiment bateau comme histoire. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est Evelyn Hugo, qui a un certain âge maintenant, et qui va justement dévoiler sa vie à une journaliste. Pas n'importe quelle journaliste, on apprendra en toute fin du récit pourquoi cette journaliste en l'occurrence, mais elle va lui parler de sa vie. Et sa vie, ça a commencé je crois dans les années 50, elle a été actrice, et elle a fait des choses qui peuvent être assez méprisables, et pour lesquelles on peut avoir aussi des sentiments des fois de compréhension, et on va être touché par ses gestes, mais elle a tout connu. L'homophobie, le sexisme, le racisme, il y a beaucoup de choses qui sont développées, mine de rien, dans le simple fait qu'elle raconte ses 7 mariages, tout simplement. Alors je ne sais pas si ma lecture aurait été aussi plaisante en papier, mais en audio, la narration, elle est absolument parfaite. En plus c'est entrecoupé, vous avez parfois des lectures justement de vieux journaux qui sont là pour étayer les propos et c'est hyper plaisant, c'est encore plus immersif. Vraiment je m'attendais pas du tout à ça lorsqu'une jeune femme, c'est plutôt une femme assez vieille du coup, Evelyn au moment où elle raconte cette histoire, mais lorsqu'elle nous explique tout son parcours d'actrice, son succès, là où elle en est et ce qu'elle s'apprête plus ou moins à faire aussi dans sa vie là à l'heure actuelle, ça a été très dur. J'ai pleuré par rapport à certaines révélations, par rapport à certaines choses qui se sont déroulées, des choses qui sont très tristes, très poignantes et sur lesquelles je pense qu'on ne peut pas rester de marbre, vraiment. Oui, c'est un récit d'une femme qui raconte sa vie, mais quelle vie et qu'est-ce qui s'est passé dans celle-ci et on a l'impression qu'on a vécu, je sais pas, 12 vies en une. Evelyn, elle a eu un sacré parcours. Et franchement, ça aurait pu être carrément un truc genre tiré d'une histoire vraie, dans les années plutôt 50-70 en l'occurrence. Et il m'a prise de court. Complètement ma prise de court, il m'a retourné et je l'ai toujours pas oublié à l'heure actuelle, c'est bien pour ça que je l'avais dans cette vidéo. Le suivant ne va pas non plus être quelque chose de très étonnant pour vous, voilà. J'ai donc décidé de glisser avec justement le nouveau titre donné par Maud dans la communauté, Les sorcières en cercle. Il s'agit donc de la société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana aux éditions Lumen. Il est question ici d'un récit de cozy fantasy. Le principe, c'est de la fantasy. Donc vous avez ce côté imaginaire que l'on apprécie du genre, mais cozy. Chill, c'est pas une énorme aventure, c'est pas une grande épopée, il n'y a pas des batailles, non, pas du tout. Parce que dans cette histoire, on suit une jeune femme qui se fait passer pour une sorcière sur les réseaux sociaux, mais qui en fait en est vraiment une. Et cette sorcière va être remarquée par des personnes qui ont expressément besoin d'une sorcière parce qu'on va suivre 2 papis homosexuels, on va suivre la gouvernante et également le bibliothécaire qui ont une très belle demeure et dans celle-ci, ils ont donc recueilli 3 jeunes sorcières et ils sont un petit peu débordés, ils ne savent pas trop comment aider ces jeunes sorcières et ils comptent bien sur l'aide de Mika Moon pour pouvoir les aider à apprendre à utiliser leur magie. Et j'ai vraiment tout apprécié, autant la maison, la demeure, enfin on a l'impression que c'est presque une entité à part entière. Les papis, vous en avez un qui est hyper extraverti, qui adore les couleurs, les licornes et les paillettes et l'autre qui est très posé, très sage, bien plus casanier, enfin c'est vraiment un couple haut en couleurs que j'adore. Le bibliothécaire, vous voyez, genre froid, distant, qui prend soin de ceux qu'il aime, qui montre les dents face aux nouvelles personnes, enfin
le bibliothécaire. Bon, la gouvernante, elle m'a fait rire parce que elle fait certains choix dans ses lectures qui vont être justement repris par les enfants et ça va être la question gênante à table, vous voyez. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Et les trois petites sorcières, elles sont toutes chouki. Vous en avez une, genre, vraiment, elle a cette ambiance un peu de Mercredi Addams, hyper creepy, qui veut tout résoudre par des meurtres et des... Elle me fait délirer la petite. Elles sont toutes mignonnes et attachantes, tous les personnages le sont. Et quand Mika Moon pose sa valise ici, elle s'attend pas du tout à ce qu'elle va vivre et moi non plus je m'y attendais pas, mais j'étais complètement embarquée. Par contre j'aimerais vous dire ce que ça m'a un peu surprise. Il y a une scène de pêche, une scène de fesses et compagnie salade de fruits, et je pensais pas qu'elle allait être aussi descriptive pour du young adulte. C'est une scène, c'est 2 pages peut-être de description, mais je préfère vous prévenir. Bah, après ça dure pas longtemps, au pire vous zappez, parce qu'il faut pas passer à côté de ça. Jamais. D'ailleurs j'aimerais bien découvrir d'autres romans de cet univers, donc de Cozy Fantasy, en 2024. J'ai notamment en tête... Ah j'ai oublié. Bah oui je l'ai en tête mais j'ai oublié. Il est sur ma wishlist. Mais c'est pas grave, c'est avec une espèce de petite ogresse là qui fait de la cuisine. Bref, je veux d'autres Cozy Fantasy, donc si vous avez des recos, l'espace des commentaires il est fait pour ça. Bon, sur Twitch on m'a soufflé la réponse, le livre dont je vous parlais c'est Légende et latte. Le suivant c'est... Voilà. Il s'agit d'un auto-édité, c'est vrai que c'est le seul que j'ai mis je crois cette année, c'est dommage, c'est dommage. J'aimerais bien en lire plus en 2024, mais on n'est pas là pour ça. Il s'agit de Maudit de Marine Kelada. L'autrice est une femme passionnée par l'Écosse et dans cette histoire, qui est inspirée d'une histoire vraie, nous allons suivre une jeune femme qui habite en France, qui a des origines écossaises et qui doit donc retourner dans sa famille par rapport à quelque chose qui est organisé. Et une fois qu'elle retourne là-bas, tous les troubles qu'elle a, qui sont en vérité des troubles anxieux mais complètement inexpliqués, vont être mais dédoublés, même fois 100. Et elle va pas trop comprendre ce qui se passe. Voilà. Il faut savoir qu'on va lui parler d'un Highlander, qu'il faut pas qu'elle s'en approche. Et en même temps, boum, retour dans l'histoire, dans le passé. Et là, on coupe complètement avec le contemporain et on nous raconte l'histoire d'amour de 2 personnages. Et c'est ça l'intrigue principale, si je puis dire. Il y a des choses très intéressantes qui sont abordées ici, comme la fameuse légende du Kelpie, dont j'ai pu en apprendre un petit peu plus. C'était... Enfin, je suis sortie de ce bouquin, j'ai pleuré je sais pas combien de fois, et j'étais là genre en mode, ils me quitteront jamais, c'est pas possible. C'est pas possible, ils me quitteront jamais. Donc j'ai plus que hâte de découvrir d'autres choses de l'autrice, parce que sa plume, sa manière de créer des personnages, et sa manière justement de faire que nous on s'attache à eux, elle m'a prise dans ses filets, enfin je suis genre le tout petit poisson qui a été pris dans un énorme filet tellement c'était facile de me choper quoi, c'est un peu ça. Il y a des choses qui je pense sont sujet à trigger, je sais plus si elle l'a précisé l'autrice en début de livre. Non, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Et il y a des choses qui peuvent être gênantes honnêtement parce que il y a un truc qui est en lien avec ce que j'ai vécu et... ça prend en trip, voilà, ça prend en trip quand c'est des choses qu'on a vécues. Et l'histoire elle est belle et elle est horrible et elle est maudite. C'était dur, c'était poignant, c'était terrible, c'était attachant, c'était bouleversant, prenant, hyper page turners. Marine Kelada. Je sais pas si c'est vraiment que ce roman aussi. Ils sont tous dans cette veine et je compte bien le savoir en 2024. Vous allez voir que je vais vous faire mon fameux déhanché ancestral pour me décaler sous peu parce que les 2 derniers romans, comme je vous l'ai dit, je ne les possède pas, je les ai prêtés à ma maman. Et le premier, alors en soi le premier c'est la trilogie, d'accord? On met vraiment tout dedans. C'est sur l'inspectrice Sarah, donc Le Cri, c'est le premier tome de la saga de thriller de Nicolas Beuglet que j'ai donc écouté en audiobook, lu pour le premier tome. En tout cas, j'ai les versions poche, donc chez Pocket. Il faut savoir que le thriller, j'ai déjà tenté à plusieurs reprises. Et ça a toujours eu beaucoup de mal à matcher avec moi. Les 2 premiers, ça l'a pas fait. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un genre qui me plaît? Je me dis, bon bah finalement, c'est peut-être pas les livres qu'il fallait que je lise pour découvrir le thriller. Parce que tout ce qui est, vous voyez un petit peu, genre l'esprit criminel et tout, j'adore. Ok, j'adore. Donc je me dis, bah en lecture c'est censé me plaire quand même. Et j'ai tenté Nicolas Beuglet, simplement au détour de courses faites dans un supermarché, j'ai vu ce bouquin. Mon chéri m'a dit je te le prends et la claque, la trilogie, hein, la claque. Parce qu'il faut savoir que Nicolas Beuglet, il a ce truc, et c'est ça qui est désarmant pour les lecteurs, c'est qu'il va utiliser des faits réels qu'il va faire interpréter par ses personnages pour justifier certaines choses. Et nous, on ressort du truc, on remet toute notre vie en question, toutes nos croyances, qu'elles soient religieuses ou non, tout, la politique, l'histoire de l'humanité, on remet tout en question, on sait même plus comment on s'appelle et quelle taille de chaussures on doit mettre. Il faut que je vous donne mon chouchou, ça va être très dur,
Mais si vous tranchez, ce sera le second tome. Le premier, c'est la découverte, il est incroyable, vraiment il est incroyable. Le troisième, il est beaucoup plus petit, j'avais super peur de ce que l'auteur pouvait nous réserver dedans, et pourtant il m'a encore mis une claque. Genre la fin, j'ai dû le dire à mon chéri ce bouquin. Je lui ai expliqué la fin, il fait « Mais non !» Il me fait « Mais elle a fait quoi du coup ?» Je lui dis « Il fait non !» Bref, même lui il était sur les fesses pour vous dire. Donc sachez que cette trilogie, elle est incroyable, que je vais continuer avec du coup sa trilogie sur une autre inspectrice qui est je crois de tête norvégienne. Celle-ci, elle était quoi? Non, elle était norvégienne, Sarah. Elle était norvégienne? Alors, ah, la deuxième, elle est écossaise, rien à voir, écossaise, bonjour l'Écosse. Et j'ai trop hâte, et en même temps, je me dis, après, il n'y a plus rien, enfin, il a rien d'écrit d'autre de... Je sais pas si vous avez d'autres titres à me recommander dans la veine de Nicolas Beuglet, ou pour ceux qui ont adoré Nicolas Beuglet, qu'est-ce que je pourrais lire, quoi. Donc vraiment, là, je vous demande, hein, je vous implore de me donner des titres, parce que ça a été... Et je l'ai prêté à ma maman, le Cri, donc le tome 1, je crois elle a 150 pages de la fin, elle m'a dit, pour ceux qui l'ont lu, elle vient d'arriver sur l'île, je dirais rien de plus. Et j'ai maman, tiens, du moment qu'ils vont rentrer là où ils doivent rentrer, tu décolles plus ta tête du bouquin, oh sinon je m'appelle plus Kimberley, c'est pas possible, on est impossible de lâcher à la fin. Et du coup je suis impatiente d'avoir son retour, vraiment je suis impatiente. Pour le dernier titre, pareil, vous êtes déjà censé être au courant, à quel point il m'a retourné comme une crêpe, vraiment. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Alors, New Romance ou pas, ça dépend. Hugo ne l'ont pas classé de la même manière selon si c'était en grand format ou en poche. Ce bouquin, j'y suis allée, mais sans plus regarder les avis que ça. Je me suis dit, c'est Colleen Hoover, on va tenter. À l'époque, j'avais lu uniquement Cœurs et âmes, qui était sympa, mais pas un coup de cœur. Et je me suis dit, bah écoute Kim, essaye, tu verras bien. Mais je vous jure, je me suis pris des tartes dans ma tronche. Oh, parce que Verity, c'est une autrice. C'est une autrice en fait qui a eu un accident et qui ne peut plus écrire. Sauf que la maison d'édition elle va pas laisser tomber comme ça la saga qui fonctionne trop bien. Donc ils vont faire appel à une autre jeune femme qui est autrice, avec une importance un peu moindre malheureusement, pour que justement elle poursuive les écrits de Verity en justement écrivant avec son nom à côté, en mode c'est co-écrit, alors qu'en fait c'est elle qui aura fait tout le taf. Et pour justement parvenir à écrire correctement, elle va donc aller au domicile familial et dans le bureau de Verity, parce qu'il faut qu'elle voit si elle a laissé des choses comme des pistes d'écriture pour la suite des tomes, parce qu'elle écrit une histoire du point de vue des antagonistes, donc c'est quand même très spécifique. Et en fait plus elle va fouiller, plus elle va tomber sur des choses qu'elle devrait pas forcément tomber, et notamment une autobiographie de Verity. Et Verity n'est pas là du tout la mère parfaite, aimante de ses enfants, etc. L'épouse dévouée. Non, c'est pas ça. Et je vous laisserai découvrir. Sur le papier, on peut se dire, voilà, c'est pas un truc de dingue. Ok, je peux l'entendre. Mais si vous le lisez, moi je suis pas d'accord avec vous. c'est prenant. L'autobiographie, oh, elle est révoltante. On a envie, en fait, de rentrer dans le livre et d'aller nous-mêmes tuer Verity, de mettre vraiment fin à ses jours parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être une femme comme ça et c'est horrible. Il y a des choses qui nous prennent aux tripes, c'est... Oh, bon. Et en fait, il faut savoir que le plot twist... Waouh, la moralité du truc, c'était... c'est pas humain de faire ça à un lecteur, franchement. Le lecteur, il est au bout de sa vie. Il peut pas. Je pouvais pas. Je me rappelle, je l'ai fini, on était en plein live sur Twitch. Et j'avais une... Genre, comme j'ai fait, je vais... Je suis tombée du 10e étage de Disney+, voilà. Alors certains trouvent la fin un peu frustrante, visiblement. Je peux le comprendre. Honnêtement, je peux le comprendre. Mais moi, je pense qu'il faut que vous tentiez l'expérience parce que... Quelle expérience, justement. Officiellement, le top 10 est terminé. Mais j'ai envie de faire quelques mentions spéciales. Du coup, en fait, je vais me redécaler. Et je vais juste vous citer les titres que j'avais trop envie de mettre, mais qui n'avaient pas assez dans le top 10. Vous avez tout d'abord Les Couronnes de Nyaxia. Voilà, le premier tome. Le Serpent le Descendant de la Nuit, Carissa Broadbent, chez Bookmark. Incroyable. Vampire, Hunger Games, en même temps. Oh, trop bien. Voilà, il est génial, je suis heureuse d'avoir pu le placer, on m'a dit sur Twitch. Il y a une mention spéciale, voilà, il est là, il faut y aller, il est incroyable. Vous avez aussi Alunia de Tives, qui est un récit fantastique, mais d'une beauté. Chapeau, à l'autrice, chapeau. Et la saga Jamais plus de Colleen Hoover aussi, qui m'a tiré pas mal de larmes dans le premier tome, et le deuxième j'ai adoré parce que ça concernait mon personnage chouchou. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aurez apprécié découvrir mon top 10, vous aurez bientôt également mes livres en mode déception, et pourquoi pas vous faire justement une tier list de tous les autres livres pour les classer un petit peu, si cela vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous, et on se donne rendez-vous mercredi sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao!